La phase finale, c'est le planning, c'est important aussi dans la réflexion parce que vous vous rendez compte qu'en fonction de la taxe ou de la redevance, on est contraint différemment. Donc ça, il faut aussi que vous le compreniez bien avant qu'on passe à la phase suivante, quoi. Si on part en taxe, il y a des échéances différentes que si on passe en redevance. Donc effectivement, les deux principes temporels sont différents entre les deux systèmes. En TOMI, il faudra qu'au 15 octobre 2024, dernier délai, c'est vraiment la date limite, vous avez délibéré pour instituer la TOMI. Pourquoi? C'est pour permettre au mois d'avril, aussi, ça c'est la deuxième étape, vous devrez voter votre taux de TOM. Donc entre le 15 octobre et le 15 avril, il y a tout un travail à faire pour mesurer vos coûts et pouvoir voter un taux derrière. Elles transmettent ensuite aux différents services fiscaux qui, eux, vont facturer en octobre de l'année suivante la TOM, la TOMI. À l'inverse, en REOMI, là, le calendrier est un peu plus contraint. Vous devriez voter au 31 décembre l'institution de la REOMI et le vote des tarifs, donc au 31 décembre 2023. Comme je le disais tout à l'heure, en REOMI, on vote les tarifs avant la production des déchets. Vous devrez choisir la fréquence de facturation. Donc là, pour l'exemple, on a mis une facturation semestrielle, c'est ce qui se fait assez classiquement. Il y a d'autres territoires qui facturent chaque trimestre, mais habituellement, c'est plutôt au semestre. Donc, l'usager produit des déchets, on comptabilise pendant un semestre. La première facture arrive un mois après, donc on facture le premier semestre au mois de juillet. Pardon? Pour les vacances, oui. Ensuite, on facture, on continue à mesurer la production du deuxième semestre, donc de juillet à décembre. On arrête, on arrête de compter en fin d'année et on facture donc le deuxième semestre au mois de janvier pour les vacances. Ouais. Donc, pour harmoniser votre mode de financement, là aussi, il faut comparer vos deux calendriers. Donc, il y a forcément une période préparatoire dans les deux cas qui est plus courte en REOMI. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais avant, il y a bien le vote au 31 décembre, mais plus que ça, il faut au moins 6 mois de comptabilisation. Donc, ça s'appelle une comptabilisation à blanc. Donc, c'est-à-dire pendant 6 mois avant le vote, vous devez déjà mesurer la production des gens. C'est-à-dire que les gens ne seront pas facturés de ces 6 mois de mesure. Vous leur factureriez une REOM classique ou une TEOM ou continuer à facturer avec le budget général comme c'est actuellement le cas. Mais il faudra quand même le mesurer pour leur communiquer leur production. Ça, c'est une obligation légale et vous permet aussi d'avoir des subventions. Donc vous êtes obligé de le faire et ça vous donne aussi une vraie orientation dans le vote de votre redevance derrière. Donc c'est-à-dire que le calendrier est beaucoup plus contraint en REOMI qu'en TEOMI. Vous perdez 6 mois, il faut être prêt, donc 6 mois avant en REOMI par rapport à la TM. Donc en 2024, si vous passiez en TEOMI, la première année, il y aura un financement qui sera harmonisé, non pas sur la TEOMI, mais bien sur la TEOM. C'est-à-dire que comme on facture les levées avec un an de décalage, l'année 2024, les usagers seraient facturés au travers d'une TEOM. Alors que dans le système REOMI, dès 2024, vous facturez bien les usagers en REOMI. Donc il y a un an de décalage entre les deux systèmes. Et en 2025, dans tous les cas, que vous choisissiez la TEOMI ou la REOMI, l'ensemble des usagers est facturé avec une part incitative. Là aussi, si on compare les deux systèmes au niveau de cette planification, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage dans les deux cas, c'est que vous pouvez bien unifier votre mode de financement pour 2024. Donc dans les deux cas, vous êtes encore dans les temps, même si le calendrier se resserre au fur et à mesure. Il n'y a pas de rupture de comptabilisation des données. Donc ça veut dire que les territoires qui sont actuellement en REOMI, on va bien continuer à leur mesurer leur production. Et à un moment ou à un autre, ils seront bien facturés en fonction de cette production-là, même si en 2024, ils auront une TEOM classique.
C'est-à-dire qu'en 2024, les territoires qui sont actuellement en Réomi, on va leur mesurer leur production et ils paieront leur levée que l'année suivante. Donc il n'y a pas d'arrêt à un moment complet pour ces territoires-là, de gens qui ont déjà pris l'habitude et qui sont déjà dans ce système-là. Il n'y a pas d'arrêt. Simplement, il y a un décalage à un moment qui s'opère. Les limites, c'est qu'il y a bien cette phase préparatoire qui est importante et qui est à faire sur cette année et 2023. Vous arrivez aux échéances fortes à faire, donc il faut maintenant prendre les bonnes décisions pour que vous puissiez avancer. Si on veut généraliser la TOMI, l'avantage, c'est que vous allez plutôt maintenir un principe qui est actuellement en place sur 57% de la population. Alors qu'en Réomi, c'est seulement 37%. Donc ça veut dire qu'il y a des changements un peu moins forts sur la majorité de la population. Le calendrier est un peu moins contraint, donc ça veut dire que ça vous laisse un peu plus de temps de réflexion pour tous les aspects pratiques des choses. Et sur la communication aussi, pour habituer les gens au nouveau système qui arrive, puisque la mise en place finalement effective avec les premières factures arrive en 2025, même si on commence à unifier dès 2024. Il n'y a pas besoin de phase test, contrairement à la Réomi, donc il n'y a pas besoin des 6 mois obligatoires, alors qu'en Réomi, c'est obligatoire. Et vous avez aussi une petite souplesse qui existe sur la TOMI avec des possibilités de déploiement progressif sur le territoire, avec un maximum de 7 ans. Donc, sur la ROMI, je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un calendrier qui est très serré pour le mettre en place, contrairement à la TOMI. Donc cette période préparatoire, donc elle va bien durer sur les 2 années, enfin l'année et demie à venir. Elle est déjà bien engagée actuellement. Vous avez déjà mis en place un certain nombre de sujets. Donc le comité de pilotage, c'est déjà en place. La validation des orientations techniques est déjà en cours et avancée au travers des différents groupes de travail qui sont actuellement en place sur votre territoire. Le recrutement d'un chargé de mission par la tarification incitative, c'est en place aussi. La passation des différents marchés est en cours de travail aussi. Il va falloir, que ce soit la TOMI ou la Réomi, faire une enquête de votre population pour avoir plus d'infos. Il va falloir à un moment distribuer aussi les bacs, équiper les camions. C'est tout un tas de marchés à passer sur lesquels vos services ont déjà commencé à travailler. Il y aura la commande des différents équipements, donc le choix du mode de financement, donc à valider très prochainement. Donc les enquêtes, j'en ai déjà parlé. La validation du fichier des usagers, qui est vraiment le cœur du réacteur, que ce soit en Réomi ou en TOMI, il faut un fichier propre de votre population pour pouvoir l'intégrer dans le logiciel de facturation et transmettre les bonnes informations à l'usager pour qu'il puisse payer ou au trésor public, en fonction du système que vous allez choisir. Il y a toute une phase aussi de test du matériel, même si tous les matériels qui sont maintenant en place, les conteneurs enterrés, les bacs, etc., c'est du très classique. Il y a des tas de territoires qui le font, c'est du matériel qui est robuste. Il faut toujours prévoir quand même une bonne période de test. Bon, vous savez ce que c'est, dès qu'il y a des travaux aussi, ça prend toujours beaucoup plus de délai que ce qu'on espère. Donc, il faut bien cette période-là. Et une grosse période de communication. Bon, les premières informations aux élus sont faites déjà depuis un moment, mais il va falloir embarquer tout le monde dans le sujet si vous voulez que la population suive. Donc c'est une grosse période aussi à faire avant la TOMI, pendant, et puis après tout le long pour que ça continue à bien se passer. Donc où vous en êtes, la délibération pour le passage en taxe incitative, en tarification incitative a déjà été faite, donc ça veut dire que le sujet est déjà acté. Il n'y a pas de question de sortir de ce système-là. Vous êtes déjà allé voir les territoires à côté, donc on a parlé de Sarrebourg et de Toul. Il y a différents groupes de travail qui sont en place et qui permettent de bien avancer les sujets. On les a déjà un peu évoqués au cours de cette réunion, mais on peut peut-être les rappeler. Les différentes réflexions sur les solutions techniques, donc qu'est-ce qu'on prend comme volume de bac, qu'est-ce qu'on prend comme type de conteneur enterré ou
comment on va gérer le déploiement et la mise en place, comment on va gérer les producteurs non ménagers. Donc, si on est en TEOM, il va falloir réfléchir à c'est quoi le seuil d'assujettissement au service public. Donc, ça veut dire jusqu'où on considère qu'un producteur non ménager doit rentrer dans le service public ou doit en sortir, et à partir de quand on doit facturer une redevance spéciale. Qu'est-ce qu'on choisit pour les accès en déchetterie? Est-ce que tous les professionnels peuvent venir? Jusqu'à quelle quantité? Comment on les facture, etc. Comment on gère l'habitat vertical et les cœurs de ville, où évidemment on ne gère pas de la même façon que les particuliers dans les zones rurales. Comment on gère donc ça c'est un autre groupe, comment on gère le tourisme, soit au travers de points de regroupement, de sacs prépayés ou autres, et comment on conteneurise du coup ces territoires. Et puis à l'automne, vous avez 2 groupes supplémentaires qui vont se mettre en place, en plus des 4 groupes précédents qui sont déjà en cours de travail. Le tri à la source des biodéchets pour être prêt pour l'échéance du 1er janvier 2024. Un groupe sur les déchetteries et un groupe pour réfléchir à comment vous allez pouvoir adapter et compléter la gestion des pouvoirs de police et du règlement du service. Et la police du maire. Donc tout ce projet technique sera présenté par les groupes de travail différents en conseil communautaire pour vous permettre d'acter les décisions qui pourraient être prises. Les prochaines étapes, donc c'est bien les 2 ateliers de concertation. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous y inscrire. Donc il y aura 3 réunions similaires avec des créneaux différents. Le 1er juin à 18h, le 2 juin à 14h et à 18h. Donc au sein de ces réunions, il y aura plusieurs groupes, mais les 3 réunions seront identiques. Simplement, il y a plusieurs créneaux pour permettre aux différentes personnes de venir. Il y aura un premier thème qui sera l'incitation à l'usager. Donc on compare dans les 2 cas les performances, le calendrier, et puis bien comprendre cette notion producteur ou contributeur fiscal. Le deuxième, c'est plutôt l'impact sur la gestion pour les services de la communauté d'agglomération. Donc c'est quoi les moyens humains dans les 2 cas qu'il faut mettre en place? C'est quoi les liens avec les services fiscaux qu'il faut gérer en plus? Quel est le calendrier de facturation dans les différents cas? Et le troisième, c'est l'impact direct sur les contributions de l'usager. Donc, pour faire simple, quelle est la catégorie de population qui risque de payer un peu plus qu'actuellement et quelles sont les catégories qui vont plutôt payer un peu moins? Bien. À ce stade... Bonsoir à tous, excusez-moi, juste à cet effet, dans les documents qu'on vous a remis lors de votre entrée dans la salle, on vous a remis également une petite fiche qui va vous permettre de compléter, en fait, de renseigner vos disponibilités pour ces ateliers de façon à ce qu'on puisse constituer des groupes qui soient tout à fait représentatifs des anciens territoires en vue de ces ateliers du 1er et du 2 juin qui se tiendront à la salle des fêtes de Sainte-Marguerite. Et d'ailleurs, merci à Monsieur Boulangeau de nous avoir mis à disposition cette très belle salle qui va nous apporter tout le confort pour qu'on puisse travailler et réfléchir de façon tout à fait efficace. Oui, petite bannette pour remettre ces fiches à la sortie. Et tant que j'ai la parole, je vous retrouve demain soir pour le groupe de travail sur le tourisme et les points de regroupement, où on commencera à étudier les premiers résultats d'une enquête qu'on a diffusée auprès des autres partenaires du territoire. Merci. Merci Céline. J'allais juste demander s'il restait des questions. Non? Si, il y a une question. Ah, au moins un bras levé. Oui, bonjour. Donc moi, mon souci, c'est est-ce que vous connaissez le pourcentage des habitants en collectif et non collectif? Peut-être Kevin? Non. Eh ben, c'est important. Céline? Bien sûr que c'est important, oui, d'accord. Pour les choix, il va falloir... Mais oui. Vous aurez tous les chiffres. Hein, vous aurez même le tableau des résultats, mais je ne l'ai pas ce soir, je suis désolé. Je ne connais pas tout par cœur, je suis vraiment désolé. Oui, concernant la répartition des usagers, ou en tout cas des foyers entre habitat pavillonnaire ou individuel et collectif, on a des données, tout à fait, on se base déjà sur les données de l'INSEE pour pouvoir travailler en groupe de travail et donner des premières orientations.
Par exemple, je peux vous dire que la ville de Saint-Dié-des-Vosges fait figure d'exception, on va dire, sur le territoire, parce qu'on a 65% de logements verticaux, ou en tout cas d'appartements, et cette proportion s'inverse tout à fait, même sur les prochaines communes. Par exemple, Raon-l'Étape, on est déjà à un ratio beaucoup moins important d'appartements, ou en tout cas de logements collectifs. Donc ces premières données de l'INSEE pour travailler, et ensuite l'enquête de conteneurisation en porte-à-porte va nous donner vraiment l'état représentatif à cet instant T en tout cas de la répartition de la population dans ce type de logement. Oui. Par contre, là, sur les grandes villes, on l'a, mais notre territoire est particulier. Vous avez de l'habitat vertical sur l'ensemble du territoire. Vous en avez vraiment sur tous les villages, même. Je veux dire, certains villages, la Bourgonce en a. Je veux dire, Vexincourt en a, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La Petite Raon, Saulcy, Moyen-Moutier, Senones. On est vraiment sur un territoire exceptionnellement... oui. Corsieux également, bon, je ne veux pas tous les citer. Mais je veux dire, on n'est pas vraiment... tous les sarrebourgs sont très localisés, eux. Ils ont véritablement leur habitat vertical sur les villes-centres. Mais nous, on a une particularité, il y en a sur l'ensemble du territoire, principalement par les deux bailleurs sociaux, le Toit Vosgien et Vosgelis, quoi. Mais bon, effectivement, pour votre information, les bailleurs sociaux sont dans le groupe de travail et nous ont donné les chiffres. Je suis désolé, je ne les connais pas par cœur. Mais les chiffres nous ont été communiqués par le Toit Vosgien et par Vosgelis. Donc on les a sur le collectif et sur l'individuel. Avant de vous libérer, est-ce qu'il y a d'autres questions? On essaiera de vous noyer dans les chiffres pour le premier et le 2. J'ai bien compris qu'il vous fallait des chiffres. Il y en aura. Bonne soirée à toutes et à tous.